À la partie technique, Khadijatou Loum devant ce micro. Modigay, bonjour auditeurs, auditrices de la 87.9, la radio des femmes, des enfants et de la musique. Bienvenue dans votre émission Le Grand Oral. Rendez-vous de tous les samedis de 11h à midi. Ce matin, notre invité, il est ingénieur en informatique. Il est le coordinateur du département des ressources technologiques et pédagogiques de l'université Cheikh Anta Diop, chef de la division formation et enseignement à distance, administrateur de l'académie Cisco. Depuis 2017, il est formateur et ingénieur des points d'échange Internet. Il est diplômé d'un DI en informatique, master en e-learning, comprenez enseignement en ligne à l'Institut Kut de Suisse, expert e-learning. Il est aussi membre de Cisco partenaire. Il a été désigné meilleur instructeur des académies Cisco de l'Afrique de l'Ouest et du centre de la francophonie en 2008. Concepteur de blog, il est le président de l'association des migrants du Sénégal et de l'Afrique pour le développement, président de l'amicale des travailleurs du rectorat de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, président du parti politique Rassemblement pour la vérité de Gumour. Aujourd'hui, il est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais et du bureau exécutif national de la Fédération des cadres libéraux. Autant de titres sur son CV, un CV que nous n'avons pas pu éplucher. Alors, bonjour Moudoufal, c'est notre invité de ce matin, il s'appelle. Voilà, bonjour M. Cissé. Alors, j'espère que je n'ai pas omis quelque chose de grand sur votre CV. Non, je pense que tout a été bien résumé, donc pour l'essentiel. Bon, à part le fait qu'en 2017, cette année aussi, nous avons été nominés meilleur instructeur Cisco pour l'enseignement du CCNA Security, donc l'enseignement de la sécurité informatique. Ok. Parmi ces titres aussi, vous êtes responsable d'un parti politique et aussi vous avez votre parti aujourd'hui membre du Parti démocratique sénégalais, dont vous êtes membre du bureau exécutif national de la Fédération des cadres libéraux. Nous venons la Sénat vient de publier la liste des députés, peut-on dire, les résultats partiels. Aujourd'hui, votre première lecture par rapport à ces résultats, Benno Bokk Yakaar 125, Manko Wattu 19, Manko Taxawu 7 députés. Wattu Sénégal. Ouais, 19. Oui. Voilà, moi je pense que à part les dysfonctionnements et manquements, pour ce qui concerne la coalition gagnante Wattu Sénégal, je pense que nous avons un très bon score, parce que quand même 19 députés, alors qu'en 2012, on n'avait que 12 députés. Je pense que c'est une progression nette, étant donné aussi qu'au niveau de la coalition gagnante Wattu Sénégal, il n'y a pas de grands partis, à part le Parti démocratique sénégalais. Bon, peut-être il y a beaucoup Gis-Gis, de Pape Diop et Tekki, donc Mamadou Lamine Diallo et Decroix. Donc à part ces responsables politiques, ces hommes politiques, ce n'est pas une grande coalition comme Manko Taxawu Sénégal qui regroupe plusieurs partis politiques, des partis qu'on jugeait étant des partis forts tels que le grand parti Rewmi, Bisdouniak, etc. Vous quittez le pouvoir 5 ans après, vous avez 19 députés aux élections législatives. Alors, d'où vient ce score? Comment vous l'analysez? Bon, je l'analyse déjà de deux manières. La première analyse, c'est que il faut savoir quand même que nous autres, par exemple, moi, pas Moudoufal, j'étais pas du Parti démocratique sénégalais en 2012. Donc, je n'étais pas membre de ce parti politique. Il y a tant d'autres aussi, cadres et jeunes intellectuels et des responsables politiques qui n'étaient pas avec le PDS et qui ont rejoint le Parti démocratique sénégalais après 2012. Et ces gens-là ont contribué à renforcer le parti, ont contribué à la représentativité du parti au niveau du Sénégal. Il y a aussi le fait que le président Abdoulaye Wade, donc le secrétaire national du parti, a bien contribué durant cette campagne, parce que vraiment il nous a permis de maximiser nos voix. Il nous a permis aussi, avec la campagne qu'il a pu effectuer durant les 3 semaines, parce qu'il a quand même fait le tour du Sénégal, parce qu'il a commencé par l'axe Dakar-Touba. Ensuite, il a fait l'axe Dakar-Saint-Louis, Dagana, etc. Et ensuite le sud jusqu'à Koumpentoum, Saraya, Sédhiou, etc., Ziguinchor. Je pense qu'il a donc en quelque sorte vous devez ces résultats à Abdoulaye Wade.
le Parti démocratique sénégalais et la coalition gagnante Wattu Sénégal doit ses résultats au président Abdoulaye Wade, mais aussi aux jeunes qui ont rejoint ce parti après 2012, aux intellectuels et cadres qui ont rejoint ce parti après 2012. Alors, malgré ces départs, on a noté que plusieurs cadres de ce parti, le Parti démocratique sénégalais, ont quitté le navire. On peut parler récemment d'Aïda Mbodj qui a choisi, elle, de faire sa propre liste. Au-delà de tout ça, pensez-vous qu'aujourd'hui, on peut parler de toujours cette réunification de la famille libérale? Non, c'est toujours possible, parce qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Je pense qu'il sera possible en 2019 quand même de regrouper les gens qui ont la même vision, qui ont la même idéologie, le même idéal et qui se retrouvent par rapport à donc, la vision du président Abdoulaye Wade, parce que il s'est montré avec ces législatives que c'est l'homme de la situation. Donc, c'est le seul opposant valable. D'ailleurs, je pense que logiquement, c'est lui qui sera... Vous pensez qu'Abdoulaye Wade, il va siéger à l'Assemblée nationale? Non, ça, je ne sais pas encore. En tout cas, il va faire une déclaration demain à 16h. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est l'homme de la situation. Donc, il a pu assurer, il a pu battre campagne. Donc, il a pu mobiliser des foules. Il a pu aussi nous permettre d'avoir un score très honorable. Et je pense qu'on peut toujours continuer à compter sur lui jusqu'en 2019. Je pense que si on continue sur cette lancée, les gens qui se réclament... Ça veut dire qu'il sera candidat en 2019? Non, il ne peut pas être candidat parce que les textes ont été modifiés dernièrement lors du référendum et que donc l'âge limite est 75 ans. Donc ce ne serait pas possible. Mais je pense que les gens qui se réclament de Wade et les gens qui se réclament de l'idéologie libérale, donc du libéralisme, doivent quand même pouvoir se regrouper autour d'une table et essayer de voir comment travailler ensemble en mettant le président Abdoulaye Wade devant. Vous pensez que c'est possible après Abdoulaye Wade? Vous pensez que ce sera possible après Abdoulaye Wade? Tout dépendra de ce qui va se passer en 2019. Parce que si en 2019, on arrive à récupérer le pouvoir, à revenir... Avec quel candidat? Avec le candidat que nous avons. Parce que jusqu'à preuve du contraire, bon... moi, je pense qu'il y a un seul candidat. On l'a toujours dit. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan Z. Donc, le seul candidat, c'est Karim Meïssa Wade. C'était lors d'un congrès. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que les gens vont se lever pour parler de Karim qui est en exil. Vous parlez, on peut toujours parler de lui, on peut toujours compter sur lui. Mais quand on le désignait candidat du Parti démocratique sénégalais, il était en prison. Je pense que même s'il est en exil ou même si ses libertés de déplacement ou de mouvoir ne sont pas réellement ça, je pense qu'il y a toujours cette possibilité de le faire revenir. Voilà, et vous pensez que c'est encore possible? Non, on l'a annoncé à plusieurs reprises et on ne l'a même pas vu. Non, il y a toujours, en politique comme je l'ai dit, donc c'est des rapports de force. Je pense qu'actuellement la coalition gagnante et le Parti démocratique sénégalais c'est très bien positionné et à mon niveau, si on continue comme ça, même si Karim Meïssa Wade qui est le candidat légitime est à l'exil, on peut le faire revenir par la force des actions politiques bien entendu, non par la violence. Et je pense que s'il revient, c'est à coup sûr que nous allons remporter les présidentielles de 2019. Parce que vous êtes sûr? Oui, bien sûr. Parce que si on analyse bien la situation, si c'était les législatives, les présidentielles, on allait au deuxième tour. C'est deuxième tour assuré. Et le suivant, après la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est la coalition gagnante, Wattu Sénégal. Cela veut dire que ce serait entre Macky Sall et Karim Meïssa Wade. Mais c'est Abdoulaye Wade, c'est Abdoulaye Wade qui était au devant de la scène, mais pas Karim Meïssa Wade. Est-ce que Karim aurait obtenu ce résultat? Non, soyons quand même logiques. Parce que déjà, il faut se dire que le président Abdoulaye Wade est membre du Parti démocratique sénégalais. C'est lui le secrétaire général national du parti. Voilà. Donc, même si c'était l'élection présidentielle, il allait nous accompagner, il allait battre campagne avec nous, il allait nous diriger, donc la coalition, il allait manager les hommes, il allait manager tout ça, ce qui fait que je pense que lui, il n'est là que pour nous accompagner et il va continuer à nous accompagner jusqu'à ce qu'on puisse revenir en 2019. Et ce n'est pas un échec de vous, cadres jeunes, qui comptez toujours sur l'accompagnement d'Abdoulaye Wade? Oui, mais parce que c'est tout à fait normal, parce que nous, on n'a ni l'expérience qu'il a quand même, et ni donc sa vision d'homme politique
d'opposants ou d'hommes d'État, nous n'avons pas cette expérience. Nous n'avons pas aussi cet âge, parce que souvent en Afrique, on dit que les vieillards, on apprécie leurs conseils, on apprécie leurs recommandations. On est allé même jusqu'à dire un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ça veut tout dire déjà. Ça veut dire qu'il est assez déjà outillé, il a une base de données capitalisée en termes de connaissances, en termes de stratégie, qui pourra nous permettre quand même de dérouler la meilleure stratégie pour revenir au pouvoir. Je pense que nous, tout ce qu'on doit faire, même les autres hommes de l'opposition, les autres partis de l'opposition quand même doivent pouvoir se regrouper autour de lui pour qu'on puisse quand même en 2019 créer une troisième alternance, quoi. Alors, vous êtes de la région de Diourbel où vous militez. Aujourd'hui, le cas de Touba se pose après ces législatives. Quelle analyse aujourd'hui même? Il y a un recours qui est programmé par la coalition Benno Bokk Yakaar pour demander l'annulation des votes dans cette ville. Comment vous l'analysez? Bon, moi je pense que c'est du cinéma de parler de recours à Touba. Parce que parler de recours à Touba, c'est quand même une aberration. D'autant plus que si on devait annuler les élections, ça ne devait pas être seulement à Touba, parce que ça devait être au niveau national. Parce que moi qui suis chargé de la communication et des stratégies au niveau du comité électoral départemental, au niveau du département de Diourbel, ce que j'ai vécu c'est lors de ces élections, je pense que je ne les ai jamais vécues. Parce que j'ai passé toute la journée de 10h à 18h devant mon ordinateur. Donc j'ai passé toute la journée devant mon ordinateur pour orienter les électeurs, désœuvrés, désorientés, parce qu'ils ne pouvaient pas, avec leur récépissé, connaître leur centre de vote ni leur bureau de vote. Il y a même des gens qui, sur leur carte d'électeur, on a mentionné des bureaux ou des centres qui n'existent pas dans la localité. Il y a même des gens à qui on a imprimé un bureau de vote qui n'existe pas dans les centres de vote. Je pense qu'il y a tellement d'erreurs, il y a tellement de manquements lors de ces élections que nous, on était plus le jour J occupés à travailler sur l'orientation des électeurs que sur autre chose. Donc ce qui est aussi regrettable, parce que tout simplement nous pensons que c'est les pures élections après, on a dit après 1966. Il y en a qui ont parlé de 1966, il y en a qui ont parlé de 1988 aussi. Je pense que ce qu'on a vécu cette année, moi je suis même entré, parce que vers 16h, pour vous donner comment il y a eu de dysfonctionnement et de cas de fraude. Parce que vers 16h, vers 16h, je suis entré dans le centre de vote où je devais voter. Dans quelle localité? Au niveau de Diourbel. Donc au niveau de Diourbel, au niveau du quartier Cheikh Ibra Fall, le centre école Keur Cheikh 2, le centre de vote école Keur Cheikh 2, le bureau de vote numéro 6, c'est là où j'ai voté. Quand je suis sorti, j'ai voulu faire un tour pour regarder. Comme il y avait un des représentants du bureau de vote, le titulaire, qui était venu un peu en retard, le président lui a demandé de ne pas entrer dans le bureau et de laisser le suppléant continuer. Voilà. Et quand je suis entré dans ce bureau, c'était le bureau de vote numéro 2, pour demander ce qui se passait, pourquoi on n'a pas laissé le titulaire dans la salle, dans le bureau. Le président m'avait expliqué comme quoi il était venu en retard et on a déjà mentionné sur les PV donc, le nom du suppléant. Du suppléant. Voilà. Donc, et ensuite, j'ai demandé au président actuellement vous êtes à quel pourcentage? Combien de personnes ont déjà voté? Bon, il a demandé la liste. Quand il a montré la liste, on a vu qu'il y avait déjà 214. Parce que c'est des cases, quoi. Il y a des numéros où on coche des cases à chaque fois que quelqu'un vote. Et les personnes émargent à côté. Voilà, non, c'est pas la liste où les personnes émargent à côté. Donc, pour avoir des données directement au niveau des bureaux, il y a des pages où on met des numéros 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à le nombre d'inscrits au niveau du bureau de vote, quoi. Ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un vote, on coche. Voilà. Ça permet de savoir combien de personnes ont voté à l'instant T. D'accord. Voilà, combien de personnes, les personnes qui ont déjà voté, quoi. Voilà, donc j'ai demandé au président combien de personnes ont déjà voté. Ensuite, il m'a dit, attends, je regarde la liste. Quand le président a regardé la liste, on a vu qu'il y avait 214 cochés, déjà cochés.
Et quand il a bien regardé, il a vu qu'il y a une ligne qui a été sautée. On avait commencé à un certain moment, on a sauté. Quand on a demandé au gars, pourquoi vous n'avez pas continué la ligne? Le gars qui se chargeait de ça, il a dit que non, c'est parce que j'étais sorti et j'avais laissé la liste à l'autre, à une autre personne, à l'intérieur du bureau de vote. Mais imaginez, cela veut dire qu'on a coché 214 votants, alors qu'il y a moins de 214 votants. Il y a une ligne où il y a à peu près 20 ou 25 personnes qui n'ont pas voté. Est-ce que c'est pas lié du fait que plusieurs partis politiques ou coalitions n'ont pas souvent de représentants ou de mandataires dans les bureaux de vote aussi? Non, nous, je viens de dire qu'on avait nos représentants parce qu'il y avait aussi bien le titulaire et le suppléant, hein, ça je l'ai déjà dit. Mais c'est clair que la seule coalition qui a pu quand même avoir des représentants un peu partout à travers le pays, c'est la coalition Wattu Sénégal. C'est la coalition gagnante. Parce que le centre de vote, là où j'ai voté, quand j'ai regardé les bureaux de vote, il n'y avait que Benno Bokk Yakaar et la coalition Wattu Sénégal. Donc il n'y avait pas plus de 3 personnes. Donc ce qui faisait que c'est clair que les gens n'avaient pas... Parce que quand même avoir autant de représentants au niveau de ces bureaux de vote, c'est avoir déjà 12 000 et quelques... même presque 13 000 électeurs. Hein? Électeurs, oui. Ce qui n'est pas très évident. Ce qui n'est pas très évident. Donc, ce qui fait que vraiment, on a constaté pas mal de dysfonctionnements. Il y a des gens qui amenaient le récépissé, on regardait sur la base de données, on ne le retrouvait pas. Donc, c'est des gens qui ne pouvaient pas voter. Il y a des gens qui avaient leur carte d'électeur, ils ne savaient pas où aller. On a regardé les bureaux, on n'a pas trouvé leur nom sur les listes. Il y avait tellement de problèmes. Donc, pour dire que, c'est pour répondre à la question, hein, le cas de Touba, bien sûr. Donc, on a constaté qu'il y a pas mal de Sénégalais qui n'ont pas pu voter parce que leur nom ne figurait pas sur la liste, sur le fichier électoral. Mais aussi, il y a des bureaux qui ont été saccagés à Touba aussi. Voilà, non, c'est pour répondre. Donc, ces gens n'ont pas pu voter. Des Sénégalais qui n'ont pas pu voter. Il y en a presque, parce que si vous regardez le fichier, le nombre d'inscrits, c'était 6 200 et quelques mille. Alors que si vous regardez donc la dernière version du résultat, le nombre de votants, ça ne fait même pas 6 millions. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il y a presque plus de 200 000 personnes qui n'ont pas pu voter. Ces 200 000 personnes qui n'ont pas pu voter, est-ce qu'on ne devait pas annuler les législatives parce que ces personnes n'ont pas voté et pourtant c'est des citoyens sénégalais? C'est ça, donc si on veut annuler pour moins de 200 000 à Touba, alors qu'il y a plus de 200 000 Sénégalais qui voulaient voter et qui n'ont pas pu voter, ça veut dire que c'est une aberration. C'est pourquoi j'ai dit que parler d'annulation du vote de Touba, c'est une aberration. Et même si on arrivait à annuler ces votes-là au niveau de Touba, c'est sûr que la coalition gagnante Vote Sénégal va aller avoir plus de voix que le nombre de voix déjà obtenues, c'est-à-dire plus de 50 000 voix. Ça déjà, c'est sûr. Donc moi, je pense que les élections législatives sont maintenant derrière nous. Les résultats sont déjà publiés, même si le Conseil constitutionnel n'a pas encore donné... Même s'il y a des recours en cours aussi. Même s'il y a des recours en cours, mais ces recours-là, on sait que le Conseil constitutionnel, pour nous, opposition, on ne doit pas trop attendre d'eux. C'est clair, parce qu'on a vu les récépissés, les gens ont crié, mais malgré tout, donc ça a passé. On a vu le référendum, malgré tout, ça a passé, etc. Donc je pense qu'il faut aller de l'avant et se dire que les élections se sont déroulées avec plusieurs dysfonctionnements. Les élections se sont déroulées avec plusieurs manquements à tous les niveaux. Parce que je l'ai dit souvent, les gens se confondent. Les gens ne savent pas que quand on dit processus électoral, c'est 3 phases. Un processus électoral, c'est 3 phases. C'est la phase préélectorale. Avant le jour du scrutin. C'est ça qu'on appelle la phase préélectorale. C'est depuis les investitures jusqu'à la campagne, etc. La publication des listes, la campagne. Et ensuite, il y a le jour J, le jour du scrutin. Et ensuite, il y a la phase post-électorale. La phase post-électorale, nous sommes actuellement dans cette phase-là où on parle de résultats officiels, résultats définitifs, résultats provisoires, etc. Donc nous sommes actuellement... C'est ça, ces 3 phases-là qui constituent le processus. Et si vous regardez, donc vous pouvez convenir avec moi que durant ces 3 phases, il y a eu des manquements. Que ce soit lors de la refonte, déjà, ensuite, la modification de la loi, du code électoral, à moins de 6 mois, n'est-ce pas?
donc le protocole de CEDEAO qui interdisait ça. Ensuite, le jour du scrutin. De l'article L78. Voilà. Ensuite, les manquements durant le jour du scrutin, parce que des Sénégalais se sont déplacés, ils ont voulu voter, mais malheureusement, leur nom ne figurait pas sur la liste. Alors, est-ce que ces manquements ont conduit à la perte de certains départements, notamment à Dakar, pour l'opposition? On parle de Guédiawaye, entre autres, de Thiès. Oui, c'est clair. Moi, je vous ai dit que c'est qu'eux, ils étaient bien préparés à ça. Parce qu'eux, ils avaient déjà la base de données. Ils pouvaient faire des recherches, imprimer, je suppose, tirer les cartes pour leurs électeurs qu'ils avaient repérés. Parce que c'est après que les gens se sont rendus compte de leur stratégie. Parce que durant les inscriptions, la phase d'inscription sur les listes, lors de la refonte, les gens récupéraient les cartes, les photocopies de cartes nationales d'identité, les cartes numérisées, pour aller au niveau des préfectures et des commissions pour déposer pour des individus. Ensuite, quand ils obtenaient des dates de convocation, ils allaient vers ces gens pour leur demander de venir s'inscrire tel jour. Les gens venaient s'inscrire tel jour. Ensuite, ils récupéraient le récépissé. Il y en a même qui ont gardé des récépissés des citoyens sénégalais. Après, ils prenaient les récépissés. S'ils ne pouvaient pas récupérer le récépissé directement, ils photocopiaient et gardaient les photocopies. À ce moment, les gens n'avaient pas bien compris. Moi, j'avais fait membre de l'opposition. Moi, j'avais fait des alertes. Parce que j'avais même dénoncé un cas à Diourbel où j'avais tiré sur le préfet, qui était partisan. Parce qu'il laissait les gens venir après 22 heures. Les gens de la mouvance venir s'inscrire après 22 heures avec des lots de cartes nationales d'identité où les gens pouvaient passer après 22 heures. C'est après, quand j'ai fait l'alerte, que le préfet lui-même s'est ressaisi et il a pu quand même demander aux gens de continuer jusqu'à 0 heure pour pouvoir intégrer les autres personnes. Donc je pense que si vous regardez sur les journaux ou sur Internet, vous allez voir ces alertes que j'ai lancées durant le processus. Maintenant, ces photocopies de récépissés, il prenait ces photocopies de récépissés avec les numéros pour permettre à ce que les cartes de ces individus soient imprimées. Maintenant, pour les gens à qui ces cartes n'étaient pas imprimées, ils prenaient les récépissés et entraient directement dans le fichier pour leur retrouver leur centre de vote et leur bureau de vote. Donc ça veut dire qu'ils sont préparés, eux, à l'avance. Ils sont préparés à l'avance. Alors que pour nous, moi, je viens de vous dire que c'était le jour J où j'étais obligé d'être scotché devant mon ordinateur de 10h à 18h pour orienter les gens vers leur centre de vote et vers leur bureau de vote. Alors qu'eux, ils étaient déjà bien préparés pour ça. Cela veut dire que ça a joué, que ce soit à Diourbel ou à Dakar ou à Thiès ou ailleurs, à Guédiawaye, c'est pareil. Cela veut dire qu'ils étaient bien préparés, sans oublier donc les déplacements d'électeurs. Les gens qui ont été transférés d'un bureau de vote à un autre, ou d'un centre de vote à un autre, ou d'une localité à une autre localité. On a vu le cas de Dagana qui a été souligné par le secrétaire général adjoint, donc M. Omar Sarr, où il y a des électeurs qui, je ne sais venus d'où, de quelle localité, sont venus voter à Dakar pour renforcer. Ici à Dakar aussi, vous avez entendu parler des ordres de mission, presque, qui ont fait la différence. Si on regarde bien les résultats, les scores. Cela veut dire qu'ils ont tellement joué sur... ils ont tellement manœuvré de telle sorte que finalement ils ont eu ce qu'ils voulaient, entre guillemets, parce que ce qu'ils voulaient c'est avoir le maximum de députés. Mais est-ce qu'ils ont réellement le maximum de voix qu'il leur fallait avoir pour conserver cette majorité? Parce que ils ont conservé la majorité, 125 députés, c'est indéniable. Non, ça c'est la majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Oui. Mais je veux dire la majorité des Sénégalais. La majorité, obtenir 50%. Non, des électeurs. Ils ont 49. Ils ont 49. Voilà, 49, c'est pas 50%. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'était une élection présidentielle, c'est assurer le deuxième tour. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, il y a eu deux enjeux. Il y a l'enjeu d'éviter, pour eux, la cohabitation. La cohabitation, c'est-à-dire éviter que l'opposition puisse avoir une majorité mécanique à l'Assemblée. Donc, eux, maintenant, ils ont cette majorité mécanique à l'Assemblée parce qu'ils ont 125 députés. D'accord. Maintenant, ils n'ont pas la majorité absolue parce que nous sommes tous des Sénégalais. Cela veut dire que la majorité des Sénégalais, 51% des Sénégalais, ne sont pas pour donc, la politique du président Macky Sall. On peut le comprendre comme ça, hein?
Même ici à Dakar, même ici à Dakar, quand le ministre de l'économie et des finances parle de les Dakarois sont en phase avec le plan Sénégal émergent, c'est pas correct. Est-ce que c'est pas lié au fait aussi que l'opposition, les membres de l'opposition sont obnubilés par cette guerre de positionnement? Je vais être tête de liste à Dakar, je vais diriger la liste nationale. C'est ce qui ça a amené à cette dislocation de Manko on a noté finalement. Oui, moi je pense qu'à un certain moment, donc les gens ont plus voulu être députés plutôt que d'avoir une majorité, quoi. C'est-à-dire la notion de... En tout cas, c'est l'analyse que j'ai fait, moi, à mon niveau, parce que je me suis dit quand même qu'à un certain moment, les gens ont plus voulu être députés à l'Assemblée nationale plutôt que de rejoindre une coalition pour avoir une cohabitation. Voilà, c'est ça en réalité. Parce que imaginez si Ouattou Sénégal était dans Manko Tahaou Sénégal et c'est constitué une seule liste, c'est sûr qu'il y aura au moins la moitié des inscrits, des investis qui ne seraient pas investis. Hein? Voilà, il faut le comprendre comme ça. Ça aussi, est-ce que ça n'allait pas créer de frustrés au niveau des coalitions? Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas de regrets? Bon, en tout cas, moi je pense qu'il ne doit pas y avoir de regrets, d'autant plus qu'on est en politique. Nous, on s'est bien battus avec le président Abdoulaye Wade. On s'est retrouvé avec quand même un groupe parlementaire gagné à l'avance, 19 députés. Voilà, donc les perdants, il faut les chercher ailleurs. Voilà, donc nous, je pense que là, en donnant le nom coalition gagnante, finalement, on s'est retrouvé que c'était le bon nom. Parce que c'était la coalition gagnante, parce qu'on s'est retrouvé avec 19 députés, un groupe parlementaire. Et donc la seule coalition qui a un groupe parlementaire ici, c'est Ouattou Sénégal. Et pour nous, ça c'est déjà une victoire. Voilà. Maintenant, c'était normalement les autres qui devaient profiter, n'est-ce pas, de Wade, les autres devaient profiter de la représentativité nationale du Parti démocratique sénégalais pour travailler avec ce grand parti. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Ils sont ailleurs, que ce soit les gens qui ont quitté. Allez-vous vous retrouver maintenant que les choses sont déjà... que la messe est déjà dite? Il y a deux choses qu'il faut dissocier. Donc, il y a les coalitions, il y a les coalitions électorales et les fronts de lutte. Parce que ici, c'est fini pour les coalitions électorales. Maintenant que vous allez vous retrouver à l'Assemblée nationale, il y a 7 députés de Manko Tahaou, 19 de Manko gagnante, Ouattou Sénégal. Est-ce que on peut s'attendre à un groupe parlementaire composé de ces deux coalitions? Bon, là, je ne sais pas trop. Je ne pourrais pas actuellement répondre à cette question. Je pense que mieux vaudrait attendre la déclaration du président Abdoulaye Wade pour demain à 16h. Donc pour ça, mais ce qui est sûr est que les gars de la coalition Tahaou Sénégal sont allés voir le président Abdoulaye Wade. Ils ont fait des déclarations disant qu'ils sont derrière le président Wade et qu'ils veulent travailler avec le président Wade pour faire revenir le président à la raison. Parce que c'est ça que je disais tout à l'heure, il y a les coalitions électorales, mais aussi il y a des fronts de lutte pour renforcer la démocratie, etc. etc. Front de lutte pour sortir Khalifa Sall de prison? Front de lutte pour sortir Khalifa Sall de prison, peut-être ça c'est avec Tahaou. Bon, je dirais plus que c'est peut-être avec Tahaou. Mais front de lutte quand même pour renforcer la démocratie, revoir le fichier électoral, donc faire l'audit du fichier électoral, corriger les manquements, n'est-ce pas, sécuriser l'élection, nous débarrasser du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, n'est-ce pas, prendre des personnes neutres pour organiser les élections. Ça, je pense que c'est un combat commun. Que ce soit la société civile ou les partis de l'opposition, c'est ça le combat commun. Pour ce combat commun, les gens peuvent se retrouver autour d'un front et essayer de lutter pour atteindre ces objectifs. Maintenant, pour ce qui concerne les élections, je pense que d'un moment à l'autre, ça peut toujours changer parce que tout dépendra des contextes et des situations à venir. Donc pour 2019, c'est sûr que les gens vont se préparer. Mais pour le moment, donc, le combat doit être orienté vers comment faire pour renforcer la démocratie, comment faire pour corriger les manquements, comment faire pour revoir le fichier, comment faire pour permettre aux Sénégalais de récupérer leur carte nationale d'identité biométrique, n'est-ce pas? Comment faire aussi pour avoir une commission indépendante qui pourra gérer les élections et l'organiser en toute transparence. Parce qu'une élection dans un pays démocratique n'a de sens que si elle est transparente et libre et régulière. Maintenant, si une élection déjà qui devait se dérouler vers fin juin s'est déroulée au 30 juillet, déjà
l'élection n'est pas régulière. Si une élection qui devait être libre parce que les gens pouvaient participer n'ont pas participé, l'élection n'est pas libre. Est-ce que c'est pas lié à l'absence de dialogue? Transparente. Oui, l'absence de dialogue. Qui doit appeler au dialogue? C'est ce qui gère mais le président, il a appelé au dialogue à plusieurs reprises aussi. Non, quand le président a appelé au dialogue, le Parti démocratique sénégalais a répondu. Nous avons pris la parole. Et il a libéré Karim Wade. Bon, ça je ne le dirai pas. Ça je ne le dirai pas. Je n'entrerai pas dans des détails ou dans des projections ou des choses que je ne maîtrise pas. Mais ce qui est sûr et certain est que quand il a appelé au dialogue, nous on a répondu. Donc il n'y a pas eu de suivi. Il y a des gens qui n'ont pas répondu. Donc c'était pas. Les gens disent que c'était pas trop sincère. Résultat de la course, on a vu après qu'il y a eu tellement de dysfonctionnement. Le nombre les députés du Sénégal de l'extérieur, on avait dit 10. Ils ont ajouté 15. Ne pas modifier la loi à 6 mois, ils ont modifié. Dernièrement, les récépissés, les permis, etc. Donc, ils ont modifié avec le Conseil constitutionnel. Cela veut dire que la notion de confiance n'est plus là. Cette confiance est rompue entre le pouvoir et l'opposition. J'ai dit dernièrement que moi, j'étais impressionné parce que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, j'ai vu que c'était l'État contre l'État. Ces élections, c'était l'État contre l'État. L'État contre l'État parce que l'État est incarné par le gouvernement. Le gouvernement, c'est le Premier ministre et ses ministres. Donc, c'est le Premier ministre et ses ministres qui, en réalité, étaient en élection, participaient aux élections avec l'opposition. Parce qu'à sa tête, il y a le chef du gouvernement qui est tête de liste. Les autres, c'est les ministres. Cela veut dire que moi, j'ai dit aux experts, il faut bien analyser la situation. Nous sommes en train d'entrer dans une zone d'ombre qui risque de déstabiliser le pays et de détruire notre démocratie. Je l'ai dit. Parce qu'on ne peut pas avoir une élection législative. Peut-être si c'était une élection présidentielle. On ne peut pas avoir une élection législative où en face nous avons le gouvernement. Mais les membres du gouvernement sont avant tout membres d'un parti politique qui est au pouvoir. Non. Donc, quand même, bon, c'était pas comme ça. Parce qu'il y avait des ministres, les ministres de l'Intérieur, autres n'étaient pas des politiciens. On ne les voyait pas. Et c'était très rare de voir aussi un premier ministre directement aussi bien impliqué. C'était tellement rare de voir presque tous les ministres impliqués. Mais c'est pas un fait nouveau. Abdoulaye Wade, il a toujours fait de ses premiers ministres directeurs de campagne. Non, ça, oui, directeur de campagne pour les présidentielles. Mais pour les législatives, il faut quand même analyser. C'est pourquoi j'ai dit que moi, j'ai fait une analyse. Vous regardez, le ministre de la Justice était quelque part. Le ministre de l'Élevage était quelque part. Le ministre de l'Agriculture était quelque part. Le ministre de l'Économie était quelque part. Le ministre de la Décentralisation était quelque part. Tous les ministres étaient sur le terrain en train de battre campagne avec à la tête le chef du gouvernement, le premier ministre. Alors, peut-on reprocher à un ministre qui est leader politique dans une localité de battre campagne pour la députation? Ça, je ne reproche pas. C'est-à-dire, ce qui s'est passé en 2019, c'est un cas. Il faut bien analyser. Il faut peut-être voir les gens plus expérimentés pour voir est-ce qu'un cas comme ça est arrivé une fois au Sénégal. Qu'on se retrouve avec un gouvernement en face d'autres Sénégalais. Directement, où le pays est bloqué. Celui qui gère les impôts et domaines est en campagne. Celui qui gère le truc est en campagne. Les directeurs généraux sont en campagne. Bon, ça, je ne dis pas que on doit les empêcher de faire de la politique. Ça, je ne l'ai pas dit. Voilà, mais la manière, il n'y a pas eu la manière. Voilà, parce que la politique aussi, on doit la faire avec les bonnes manières. Alors, bon, je disais tout à l'heure qu'en démocratie, pourquoi? Bon, je veux éclaircir quand même. Parce que quand on dit qu'un pays est un pays démocratique, c'est pas seulement parce qu'il y a eu des élections qui sont bien déroulées, avec peut-être un minimum de violence. Parce que ces élections même qui sont déroulées, les indicateurs d'une élection, je l'ai déjà dit, c'est le fait que les élections soient régulières. Donc, on respecte le calendrier républicain. Ça n'a pas été fait. Transparent, ça n'a pas été transparent. Libre, ça n'a pas été libre. Et le scrutin n'est pas secret. Parce qu'on entre dans un bureau, on choisit. Par exemple, il y a Maître El Hadji Diouf qui a dit que le président Macky Sall n'a pas voté pour moi. Est-ce que Maître El Hadji Diouf va le considérer comme étant son ami? Il pouvait au moins prendre le bulletin de son ami. C'est ça le problème. Donc ça veut dire que le secret n'était pas là. Ensuite, après les élections, il y a la gestion du pays. La transparence dans la gestion du pays. Là aussi, on voit qu'il y a des problèmes avec les ressources naturelles. Il y a des problèmes avec donc, la gouvernance.
Hein? Donc, ce qui fait qu'actuellement, nous sommes... je le dis sérieusement, en bon citoyen, mais pas en opposant. Je le dis en bon citoyen. Parce que vous allez dans n'importe quelle bibliothèque, vous allez dans n'importe quel site sur Internet qui parle de gouvernance, vous allez regarder les principes d'une bonne gouvernance, une gouvernance démocratique. Vous regardez les principes de la démocratie, vous allez trouver ce que j'ai dit. Okay. Et tout ce que j'ai dit là, par rapport à la situation actuelle, donc aujourd'hui n'est plus respecté chez nous. Alors, je rappelle que vous êtes aussi ingénieur en informatique. Aujourd'hui, cette question du fichier électoral semble poser problème. Est-ce qu'aujourd'hui, le fichier, on a un fichier correct ou incorrect? Non, on a un fichier incorrect parce qu'il y a des gens qui ont le récépissé et qui n'arrivaient pas à voter, je l'ai dit. Parce que moi, j'ai ici dans mon portable des numéros de récépissé où les gens ne sont pas sur le fichier électoral. Comment des gens qui ne figurent pas sur le fichier électoral parviennent-ils à voter? Non, ils n'arrivent pas. Parce qu'on a dit que si quelqu'un a son récépissé, on doit l'accompagner d'un document avec un numéro immatriculé. Ça, vous l'avez vu, c'est la décision du Conseil constitutionnel. Maintenant, ce document-là, il fallait l'avoir avant le jour du scrutin. Mais comme on n'était pas bien préparé, parce que déjà, la décision là, c'était à presque 72 heures. Comme les gens n'étaient pas bien préparés, cela veut dire que tous ceux qui n'étaient pas au courant et qui ne savaient pas, parce qu'ils avaient leur récépissé, ne pouvaient pas savoir qu'il faut aller au niveau de la préfecture ou la sous-préfecture pour se procurer, amener une photo et avoir un document immatriculé. Ce n'était pas possible, parce que c'était trop juste. Voilà. Maintenant, eux, comme ils avaient déjà le fichier, ils ont pu quand même repérer les Sénégalais qui ne figuraient pas directement sur les listes pour directement les inscrire ou imprimer leur carte à l'avant. C'est ça. Donc, il y a eu tellement de dysfonctionnements que vraiment, je pense qu'il faut les oublier, essayer de corriger. Donc, c'est le moment pour l'opposition de se regrouper autour de celui qui est le chef de l'opposition, bien entendu, parce qu'il y a le référendum qui est passé par là, c'est la loi qui le dit. Donc, il y a eu le parti de l'opposition qui est le PDS. Il sera président de l'Assemblée nationale pendant un certain temps. Voilà, bon, s'il accepte, ça aussi, on n'a qu'à attendre sa déclaration de demain. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'opposition doit se regrouper autour du président Abdoulaye Wade. Ok. Et une fois regroupée autour du président Wade, l'essentiel pour ce qui concerne la démocratie, l'essentiel pour ce qui concerne donc les élections à venir 2019, que les gens quand même puissent bien travailler sur ça. Le fichier là doit être audité. Les Sénégalais qui n'ont pas récupéré leur carte doivent rapidement récupérer leur carte. On doit les imprimer. N'est-ce pas? On doit savoir exactement combien d'inscrits. Parce qu'au début, on disait 6 200 000. Quand les gens ont voté, on avait vu qu'il y a des gens qui ne figuraient pas sur la liste. Il y a des gens à qui on a vu leur dossier, le formulaire là qu'on remplissait. Donc, les formulaires sont perdus. Cela veut dire qu'ils n'avaient même pas d'informations sur eux. Ils n'étaient pas disponibles sur la base de données aussi. Il y a eu des gens dont les photos sur les cartes nationales d'identité ne correspondaient pas au nom, etc., etc. Tout ça, c'est des choses à corriger. Maintenant, si le pouvoir, si l'État est dans les dispositions pour corriger tout ça, c'est bon. Mais si l'État n'est pas dans les dispositions pour corriger tout ça, c'est l'opposition qui doit taper sur la table pour imposer à ce que le fichier soit Est-ce que cette opposition est assez forte pour taper sur la table, pour obliger le pouvoir à revenir à de meilleurs sentiments? Non, l'opposition est assez forte parce que l'opposition représente 51%. Cela veut dire que sur 100 Sénégalais, les 51 sont de l'opposition, ne sont pas de Benno Bokk Yakaar. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à Dakar, les gens nous disent que les gens sont en phase avec nous. Sur quelle base? Parce que mathématiquement, scientifiquement, si on se base sur les chiffres, on va dire que la majorité des Sénégalais ne sont pas avec le président Macky Sall. Et ça, c'est la réalité des chiffres. Alors, vous suivez votre émission Le Grand Oral qui reçoit ce matin M. Modou-Fall. Il est aussi ingénieur en informatique. Informatique, on en parle avec l'Internet. L'actualité, c'est aussi ces faits qui défrayent la chronique avec cette vidéo publiée par la dame Pendaba et ses propos jugés déplacés de la chanteuse Ami Collé en direction envers le chef de l'État Macky Sall. Aujourd'hui, quelle est votre première lecture face à cet enregistrement audio et cette vidéo qui défraie la chronique? Bon, moi, la première lecture que j'ai, c'est que les gens utilisent des outils qu'ils ne maîtrisent pas. La plupart des Sénégalais qui sont connectés sur les réseaux sociaux n'ont pas un minimum de connaissances.
Parce que le minimum de connaissances, quand on se connecte sur un réseau social, c'est d'abord de connaître la réglementation, les textes qui régissent l'utilisation de ces outils. Ensuite, deuxième chose, donc le minimum qu'on doit avoir pour se connecter sur un réseau social, c'est d'abord de connaître les règles de bon usage. C'est ça. Ça, il faut que les gens le savent. Il faut respecter la législation. Et ensuite, il faut connaître le minimum, c'est-à-dire le bon usage de ce qu'on fait. Parce que des fois, c'est parce qu'on est ignorant, on n'est pas bien formé, on se dit qu'on peut tout faire sur Internet, on peut tout faire sur les réseaux sociaux. Alors que ce n'est pas ça. Les gens aussi doivent être formés par rapport aux textes, les lois. Il y a des textes qui régissent. J'ai dit qu'au Sénégal, il y a 3 lois qu'il faut obligatoirement, pour n'importe quel Sénégalais, connaître. C'est le code pénal. Code pénal. C'est le code pénal d'abord. Ensuite, pour ce qui concerne le numérique, il y a donc la cybercriminalité, la loi sur la cybercriminalité. Pour ce qui concerne le numérique aussi, il y a la loi portant sur la protection des données à caractère personnel. Franchement, il faut que l'État essaye de faire le maximum pour sensibiliser les Sénégalais par rapport à ces 3 textes. Parce que la réglementation est là. Si on ne connaît pas la réglementation, on fait des choses. Demain, donc il y a des poursuites, il y a des amendes, il y a l'emprisonnement. On dit que non, je ne savais pas, on pleure ou on regrette, etc. Alors que c'est parce qu'on n'a pas été bien formé. Parce qu'aujourd'hui, il y a un minimum qu'on doit connaître dans le domaine du numérique. Ce minimum qu'on doit connaître dans le domaine du numérique, c'est comment on doit se comporter quand on est connecté sur les réseaux sociaux. Comment on doit se comporter quand on est connecté sur Internet. Il y a un petit module qui n'est pas très volumineux, qu'on appelle être responsable dans l'ère du numérique. C'est-à-dire, il faut être responsable. Parce que quand on est connecté sur Internet, on laisse des traces, qu'on appelle des traces numériques. Et ces traces numériques nous donnent une certaine identité. C'est l'identité numérique. Par exemple, pour vous, le simple fait d'aller dans vos traces sur Google, pour voir qu'est-ce que vous recherchez souvent sur Google, ça peut me permettre de connaître votre personnalité numérique. Ça peut me permettre d'avoir votre identité. C'est ça. Maintenant, si on n'a pas ces informations sur les traces, parce qu'on ne peut rien faire sur Internet et sur les réseaux sociaux sans être connu. Même si on fait ça fermé dans une chambre ou ailleurs à Washington ou à New York, les gens vont tracer, vont retrouver les traces numériques. Et quand ils vont finir de retrouver, ils vont retrouver la personne, bien entendu. Parce que tout simplement, il y a énormément d'informations qui sont là, qui sont des traces, qui sont laissées tout souvent sur Internet et qui nous permettent d'avoir des informations de l'identité de l'individu. Maintenant, face à ces situations, moi, ce que je propose, je pense qu'il y a des associations qui parlent de technologie de l'information et de la communication. Il y a le ministère, il y a l'ARTP, il y a le fonds là, je ne sais pas, qui parle de TIC aussi. Il y a l'ADIE, il y a les associations qui parlent de TIC. Ces gens-là doivent se regrouper autour d'une table. L'État doit dégager les moyens nécessaires pour pouvoir faire un minimum de formation, même si c'est des ateliers d'une matinée de 2 heures, 3 heures, au niveau des collèges, au niveau des lycées. Parce qu'au niveau des collèges, sur 10, les 5 sont connectés sur les réseaux sociaux. Au niveau des lycées, sur 10, les 9 sont connectés sur les réseaux sociaux. Pour les sensibiliser, pour les former. Et les citoyens sénégalais qui veulent aussi, qui utilisent ces réseaux et qui nécessitent d'être formés aussi, il faut leur donner un minimum de formation. Un minimum de formation. Par exemple, je dis, ici, la loi 2016-29 du 8 novembre 2016 modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code électoral. Ça veut dire que les Sénégalais doivent savoir que ce nouveau code électoral, voté novembre, ça ne fait même pas un an. Non. Voilà. Donc, sur ce nouveau code électoral, il est clairement dit que, par exemple ici, là où on parle d'insultes, voilà, article 431-43, l'insulte commise par le biais d'un système informatique envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique ou la religion ou envers un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 7 ans et d'une amende de 500 000 à 10 millions. Donc l'Adam Pendaba tombe sous le coup de cette loi. Bon, moi je ne suis pas juge. Je ne suis pas juriste aussi.
Mais comme je suis un intellectuel, je lis les textes. Là, c'est clair. On a parlé de couleur, de race, de descendance, d'origine, d'ethnie, de religion, etc., etc. Donc, ça veut dire que déjà, à coup sûr, c'est clair. Les Sénégalais doivent savoir ça. Maintenant, si on pense que quand on est sur Internet, on peut insulter quelqu'un, hein, et puis se dire que non, je ne l'ai pas insulté en face à face ou je ne l'ai pas insulté. Même quand on insulte quelqu'un par SMS, parce que c'est un système informatique, hein, on doit être puni par la loi. Là, c'est clair. Deuxième chose, je vous dis par rapport à l'autre maintenant, par rapport à la menace, la menace faite par le biais d'un système informatique de commerce, une infraction pénale envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l'ascendance. Hein? Ça, c'est la menace. Hein? L'autre, c'était l'insulte. Hein? L'autre, c'est la menace. Voilà. Là, c'est la menace. Ça veut dire que même si on menace quelqu'un sur Internet, par SMS ou par SMS, de dire que je vais vous tuer, déjà, on tombe sur le coup de la loi. Déjà. Hein? Maintenant, article 431-41. Celui qui crée, télécharge, diffuse ou met à disposition, sous quelque forme que ce soit, des écrits, messages, photos, dessins ou autres représentations d'idées ou de théories de nature raciste ou xénophobe, de nature raciste ou xénophobe, par le biais d'un système informatique, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 7 ans et d'une amende de 500 000 à 10 millions. Là maintenant, c'est des propos racistes et xénophobes. Donc ça veut dire que, etc., etc. Hein? Donc si on regarde la loi aussi portant sur la protection des données personnelles, c'est pareil. Ça veut dire que les gens doivent être informés, ils doivent être formés. Parce que quand on n'est pas expérimenté, quand on n'est pas formé, on doit être prudent. Parce que dans les réseaux sociaux, la première règle qu'on apprend aux gens, c'est quand on n'a pas un minimum de formation, avant d'intégrer quelque chose, on doit être prudent. Maintenant, les gens aussi doivent savoir que ce n'est pas parce que je suis dans un groupe fermé, WhatsApp. Ce n'est pas parce que je suis dans un groupe fermé, WhatsApp, avec un nombre limité d'amis, avec qui je discute, que je dois faire du commérage ou de la diffamation. Par exemple, je suis dans un groupe, je dis... Un groupe fermé n'est pas un groupe privé. Non, c'est un groupe privé. Mais ce qui est privé là-bas peut se retrouver public demain. Parce que quelqu'un qui fait partie du groupe, dont je n'ai pas bien identifié l'identité, peut lire un truc audio, copier et mettre sur d'autres groupes auxquels donc il appartient. Et dans ce groupe-là, quelqu'un d'autre fait la même chose. Finalement, on va retrouver ça sur Internet. C'est ça le danger. C'est pourquoi, même s'il faut dire des choses, il faut être prudent. Parce qu'on ne connaît pas, en général, l'identité des autres membres du groupe. Parce qu'en Wolof, dañuy fenkat. Xam nga tey bu fekkonte ni li Ami Collé li ñu moom la wax ci groupe bi mu bokk kenn génnewu ko ci groupe ba pour kii ko kon mën naa yem ci groupe ba. C'est parce que commérage, jëw, fen, etc. Tout ça, donc elle est victime sur Internet maintenant. On peut considérer qu'Ami Collé est victime? Non, elle n'est pas victime. Elle est quoi? Elle n'est pas victime parce que wax naa la sànq les propos là, d'après le texte. Bon, am na quelque part aussi yeneen victime, yeneen personnes yoo xamante ne nii war nañ leen essayer de retrouver. Par exemple, ça veut dire que ces personnes qui ont diffusé le message. J'ai parlé de diffuser tout à l'heure. Donc télécharger ou diffuser. Cela veut dire que les gens doivent être formés. Cela veut dire qu'il y a d'autres personnes qui, en réalité, ont partagé, ont pu publier le message ou l'ont téléchargé et qui doivent être tracés et retrouvés. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, après, est-ce qu'on va les laisser partir, les sermonner et les laisser partir, ou c'est pas à moi de décider parce que c'est une question de justice. Alors, ce fut un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'émission Le Grand Oral. Je vais vous laisser dire vos derniers mots. Voilà, donc je vous remercie d'abord, M. Gaï, Maudit. Je remercie aussi vos techniciens qui sont là et l'ensemble du personnel de FEM-FM. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés durant cette 1 heure de débat. Je profite de cette occasion pour saluer et rendre hommage au président Abdoulaye Wade. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont constaté pour une énième fois que c'est l'homme de la situation. Il est là pour le Sénégal, il est là pour le pays. Je pense que durant toute sa vie durant, il a combattu, il s'est opposé, il a géré le pouvoir et il continue son combat pour le Sénégal.
pour la démocratie, pour que la démocratie puisse prospérer. Parce qu'aujourd'hui, un pays n'a de sens que si n'importe quel citoyen sénégalais peut lever sa main pour dire « je veux être président de la République et l'être ». C'est ça la démocratie. Encore, je vous remercie encore infiniment. C'était M. Modou Fall, il est ingénieur en informatique, je vous le rappelle. Et il est aussi président du parti Rassemblement pour la vérité de Guemour, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais et du bureau exécutif national de la Fédération des cadres libéraux. C'était votre émission Le Grand Oral, présentée avec un immense plaisir par Modigay devant ce micro. Khadija Touloum à la partie technique, Antoumar à la caméra. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir prêté une oreille attentive. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro.